Rémi, bonjour également à toutes celles et ceux qui nous regardent. Rémi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un entretien dans le cadre des hors-scènes du Théâtre de la Contrescarpe. Pourrais-tu, s'il te plaît, en quelques mots, te présenter et expliquer ton rapport au Théâtre de la Contrescarpe pour les spectateurs qui ne te connaissent pas encore? Alors bonjour Céline, Rémi Mazuel, moi je suis donc comédien, metteur en scène et sur cette pièce et auteur. Et mon rapport à la contrescarpe est assez simple, j'ai écrit un seul en scène, Le voisin de Picasso, euh, qui parle d'un peintre inconnu qui s'appelle Mazerolles. Et en fait j'ai rencontré Maude Mazur, donc la programmatrice de la contrescarpe, en juillet dernier. Moi je devais jouer en mars et j'avais joué qu'une seule date sur les 16 représentations prévues en mars dernier, à cause du confinement. Et à la fin du premier confinement, j'ai pu rencontrer Maude et suite à une audition, elle m'a dit bah, écoute Banco, on y va. Et donc voilà, j'ai pu comme ça me lancer à la Contrescarpe en fin d'année. Donc voilà. Super, d'accord, merci beaucoup. Ces derniers jours, nous avons proposé à nos spectateurs de te poser des questions. Voici les questions qu'ils nous ont envoyées. La première question est une question de Catherine. Bonjour Rémi, que signifie pour vous être comédien? Et avez-vous toujours su que c'était ça qui vous correspondait? Ou bien est-ce entre guillemets les hasards de la vie? Merci. Très bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'être comédien? Ouf. Alors bon, moi je n'ai que 26 ans, donc j'aurais pas prétention à pouvoir y répondre comme ça d'un seul tenant. Mais je pense que si on s'intéresse vraiment au terme de comédien, il y a vraiment deux choses. Il y a un rapport au texte, c'est-à-dire servir un auteur, servir un propos, une situation. Donc il y a cette nécessité en fait d'essayer de transmettre quelque chose qui a été pensé par quelqu'un d'autre que toi. Mais si tu n'es pas là pour le servir, il ne peut pas être reçu par le public. Donc je pense qu'il y a une forme comme ça de transmetteur, non pas d'émetteur, mais de transmetteur, de voix de courroie voilà, de transmission. Et il y a une autre chose inhérente au comédien, c'est le goût du jeu, quoi. Le goût, alors du travestissement, je sais pas, mais de toute situation s'y prête et jouer, s'amuser des situations, des choses, euh, ne pas se prendre au sérieux. C'est-à-dire prendre au sérieux le fait de ne pas se prendre au sérieux, voilà. Et de mettre de la gravité là où il y a de la légèreté, de rajouter de la légèreté là où on pourrait voir normalement de la gravité. Je pense que c'est cet équilibre-là, ténu, qui compose pour moi aujourd'hui ce que veut dire comédien. Et après, sur la deuxième question, est-ce que ça m'est venu depuis, est-ce que c'est une vocation? Non, c'est pas quelque chose que j'ai toujours joué. Je me suis toujours amusé. Moi, à chaque fois, quand j'ai intégré un cours en primaire, au collège, au bout de 4-5 jours, j'arrivais déjà à imiter mes profs et c'était un grand jeu. Mais donc j'ai toujours joué la comédie, mais je n'ai jamais pensé en faire mon métier. Je me suis jamais projeté dessus. Et c'est plus, non pas les hasards de la vie, mais en fait en entrant en école de commerce, moi j'ai fait une prépa et ensuite je suis rentré en école de commerce. Et paradoxalement, j'y ai fait beaucoup plus d'art que de cours voilà, classiques et beaucoup d'improvisation théâtrale. Et c'est là vraiment où je me suis dit, mais tu prends plaisir, tu n'y vois aucune limite, pourquoi ne pas tenter? Et donc du coup, voilà, je me suis lancé là-dedans et je ne regrette pas ce choix. Donc voilà. La question suivante complète un peu ça. C'est une question de Marie. Comment as-tu fait pour que le métier de comédien, qui apparaît parfois un peu comme un rêve, devienne ta réalité? Est-ce que tu as suivi une formation? Alors absolument. Je pense que l'une des chances que j'ai eues, c'est que je n'ai jamais rêvé, comme je viens de te le dire, de devenir comédien, ce qui fait que j'en avais pas une vision fantasmée. Et en fait, je me suis lancé là-dedans sans y penser comme étant un métier. Tu vois, c'est-à-dire que je ne me suis pas dit, je veux devenir comédien. Je me suis dit, j'ai envie de jouer des pièces, j'ai envie d'en faire, j'ai envie d'apprendre le métier. Et j'ai commencé justement pour répondre à cette question, j'ai commencé par une formation, c'est-à-dire que en sortant d'école de commerce, je suis allé au cours Cochet à Paris, le cours Jean-Laurent Cochet, qui est un cours d'art dramatique qui moi me plaisait beaucoup parce qu'il était justement très de réputation très rigoureux sur une technique très précise.
Et moi, je ne cherchais pas à ce que quelqu'un vienne trouver en moi le moyen d'exprimer ce que je n'arrivais pas à exprimer, mais plutôt de me donner un cadre très, très précis pour que je puisse, moi, plus tard, m'en affranchir ou non, mais en tout cas d'avoir ce cadre, ces tuteurs. Voilà. Et savoir précisément pour quelles raisons je vais travailler de telle manière et autre. Et donc, ce cours m'a permis vraiment ça. Et ce qui fait que de fil en aiguille, je me suis réalisé que c'était cette vie-là que je voulais faire. Et puis la première fois où j'ai été rémunéré pour jouer, je me suis dit, en fait là oui, là je le suis. Et même aujourd'hui, écoute, c'est plus mon entourage qui me le rappelle que je suis comédien que moi-même. C'est encore un terme qui me paraît trop abstrait parce que il y a des projets sur lesquels je suis metteur en scène, d'autres où je suis auteur, voilà. Donc, mais en tout cas, oui, maintenant, oui, je suis comédien, quoi. Je confirme. Un bon comédien en plus de ce que j'ai pu voir. La question suivante est une question de Céline. Comment est-ce que comme le jeune gardien du musée de musée que tu incarnes, il y a un personnage historique, un artiste qui a particulièrement marqué ta vie? Oui, il y en a deux. Alors, pas lié encore une fois à mon envie de devenir comédien. Si tu veux, j'ai pas eu envie de devenir comédien en me disant j'aimerais être comme eux. Tu vois, à aucun moment. Mais par contre, dans mon rapport à la création artistique et dans l'écriture et dans la manière de conduire son métier artistique, c'est deux artistes importants pour moi. Ça a été Nicolas Jarre, qui est un compositeur de musique électronique, qui a un style très, il varie. Enfin, on peut pas vraiment le déterminer comme un artiste particulièrement sur un style. Il a beaucoup de changements de genre. Et c'est le premier artiste où en fait, pour tout te dire, j'avais découvert une de ses musiques au lycée, puis j'avais pas trop accroché. Mais j'avais téléchargé son album, bon voilà. Et pendant 2 3 ans dans ma bibliothèque musicale, je le voyais sans l'écouter cet album. Et il y a un moment, parce que j'avais écouté la première fois, j'avais pas du tout accroché quoi. Et puis 2 ans plus tard, va t'expliquer comment, je l'ai réécouté, je l'ai adoré. Et c'est la première fois grâce à cet artiste où j'ai vraiment ressenti la nécessité pour certains artistes de se dire, même si j'aime pas la première écoute, j'ai tellement confiance dans le fait que cet artiste est important et il a plus raison que moi, si tu veux, tu vois, que je me pose pas comme un consommateur en me disant, soit j'aime pas, mais plutôt comme un prof et un élève et en me dire, ok, j'ai pas compris la première fois, mais je vais réécouter. Puis il y a un moment où ça va. Et Nicolas Jarre, à chaque fois, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'accroche pas. Et puis, je sais qu'à la 15e écoute, j'accroche. Et en fait, derrière, ça ne se démord pas, quoi. Et donc ça, c'est très intéressant. Et l'autre artiste, c'est Alexandre Astier, très connu. Que ça soit pour Camelot, que ça soit pour son spectacle sur Jean-Sébastien Bach, où il était seul sur scène. Et cette capacité à pouvoir faire un spectacle grand public, s'adresser à tout le monde, mais en même temps, on en sort en se sentant plus intelligent qu'on en est rentré, qu'au moment où on était rentré dans le... Et ça, je trouve ça prodigieux, c'est-à-dire avoir le sentiment d'apprendre des choses sans en avoir l'impression. C'est-à-dire que tu passes d'abord un bon moment, tu rigoles, tu es ému, tu es touché, et à la fin tu te dis, en fait, je m'intéresse à la physique quantique grâce à ce mec, alors qu'avant je me serais dit, mais non, moi j'ai pas fait S, ça m'intéressera pas et tout. Ce côté, avoir une joie communicative au savoir, m'a guidé aussi dans mes projets. Merci beaucoup. La prochaine question est une question de Myriam. Y a-t-il d'autres noms, comme Mazerolles, qui ne sont pas assez reconnus et que tu aimerais mettre en lumière? Il y en a, alors, il y en a plein. Enfin, alors moi, je suis pas super calé en art pictural, hein. Je suis un escroc total, je suis un comédien, donc je me suis renseigné pour ce spectacle, mais je prétendrai pas me faire l'ambassadeur de plein d'artistes que l'on ignore et que. euh, mais je pourrais pas t'en citer comme ça. J'ai pas une culture artistique suffisamment développée, mais en fait, Même si c'est pas forcément des peintres, hein. oui, oui, oui. Bah, euh, il y a En fait, si tu veux, c'est plus des rapports personnels et intimes entre un artiste et toi, qui toi te touchent, et tu t'énerves parce que les gens, de manière générale, ne le connaissent pas suffisamment. Et moi, c'est surtout sur de la musique.
Donc en musique, oui, en musique, il y a des artistes, il y a des artistes qui sont peu connus ou qui sont connus mais de manière un peu trop élitiste, ce qui est un mauvais mot. Mais par exemple David Auguste, qui est dans la même logique que Nicolas Jarre, c'est un artiste que j'aimerais qu'il soit un peu plus connu. Et en même temps, je vais te dire, ma personnalité me fait que ça m'arrange aussi qu'il soit pas trop connu. Parce que ça me le garde un peu pour moi, tu vois, il y a ce côté, t'as envie de le partager aux autres, en même temps t'as envie que ça reste un peu dans un cénacle un peu restreint, mais voilà, des artistes comme, en BD il est connu maintenant, mais JP, Note pour une histoire de guerre, c'est une BD génialissime, mais je crois qu'elle commence un petit peu c'est un auteur un peu plus connu maintenant. Mais par exemple, ce que j'avais lu, là, Jules Romain, c'est plus des auteurs qui ont été connus, qui ont disparu un petit peu du... Et Jules Romain, c'est un auteur fabuleux qu'il faut retrouver, quoi. Donc, c'est plus ces artistes-là, voilà. La question suivante, une question de Valentin. Tu as choisi d'interpréter une tirade extraite de Ne te promène donc pas toute nue de Feydeau. Est-ce que tu as une préférence particulière pour la comédie et y a-t-il une différence entre la préparation d'un rôle comique et la préparation d'un rôle tragique? Euh, alors, j'ai pas une préférence pour la comédie, j'ai des facilités pour la comédie. C'est-à-dire que je suis naturellement plutôt porté vers l'humour. Depuis tout petit, j'adore faire des bêtises. Voilà. Donc, ce qui fait que naturellement, la mécanique comique est quelque chose qui me passionne. De comprendre comment une situation peut être comique ou non et quels sont les ressorts à ça. Donc, ce qui fait que j'ai une facilité naturelle à ça. Mais j'ai joué déjà quelques drames. Je suis rarement engagé pour ce genre de rôle parce que c'est pas ce que je projette. Mais c'est aussi l'idée, si vous allez voir ma pièce, c'est de montrer un petit peu que je peux aussi le faire, enfin sans prétention, mais il y a un moment dans la pièce qui est un peu plus sombre. Et alors comment on prépare? Est-ce que ça se prépare différemment? Je crois que c'est plus dur de préparer de la comédie que de préparer du drame, parce que le drame, par essence, tu es porté par une situation dramatique naturellement forte. Si tu joues Antigone, à moins d'être vraiment mauvais, les gens auront naturellement une compassion pour toi parce qu'ils ont appris que tu es condamné à la mort, que voilà, ta famille tombe en lambeaux. Donc, si tu veux, si tu joues quelqu'un qui vient de perdre ses enfants, le seul fait de jouer cette situation t'apporte déjà une empathie du public. Alors que la comédie, en fait, si les gens, tu leur as fait la promesse en venant voir la pièce qu'ils allaient rire, ils sont très exigeants. Quelqu'un ne va jamais t'en vouloir parce qu'à la sortie de ta pièce, il n'a pas pleuré, même si c'est un drame. Alors que quelqu'un pourra t'en vouloir s'il est venu voir une pièce qu'il croit comique et il n'arrive pas à rire. Et donc ce qui fait que... et ça se joue parfois au millimètre. C'est-à-dire qu'une situation peut être hilarante ou pas du tout pour une question de rythmique parce que tu auras dit un mot de trop ou que tu te seras... Il y aura un... Et donc du coup, c'est une mécanique horlogère, la comédie. C'est vraiment horloger et je pense que c'est beaucoup plus dur de faire de la comédie que du drame, de réussir tous les soirs parce que chaque salle est différente. Donc, ils vont pas rire au même moment. Et puis, en tant que comédien, comme tu joues de la comédie, tu as des endroits où tu sais normalement que les gens doivent rire. Et s'ils ne rient pas, ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas. Il y en a qui vont aimer, mais ils vont rire différemment ou ailleurs. Mais sauf que toi, sur scène, comme tu n'auras pas ton rire, ton retour sonore, tu vas t'inquiéter, tu vas dire zut, j'ai été mauvais, j'ai été nul. Et donc, du coup, ça peut te déstabiliser pour la suite de ta pièce. Et à l'inverse, il y a des publics qui peuvent beaucoup rire, très vocalement, mais à la fin, finalement, ils n'auront pas aimé de dingue, ils n'auront pas été ultra émus par la pièce. Mais toi, tu auras cru que... Donc, le rire, c'est vraiment très dangereux parce que ça peut être très piégeux. Voilà, ça peut vraiment c'est très trompeur le rire. Voilà, il y a des salles qui vont beaucoup rire et qui ne vont pas forcément être marquées par la pièce 2 jours après, et il y en a d'autres qui vont pas beaucoup rire, mais par contre qui vont être profondément marquées par ta pièce. Donc C'est un peu comme dans l'anecdote que tu nous as racontée précédemment avec les urologues pour le congrès où ils ont pari au moment qui était attendu et finalement ça s'est bien passé, c'est ça? absolument, c'est-à-dire que c'est évident que quand tu fais une pièce comique et que tu répètes, tu répètes, tu répètes, et en plus une pièce comique c'est très dur, c'est-à-dire que quand tu répètes avec les autres comédiens, on a tous rigolé la première fois naturellement à telle scène, et puis au bout de la 20e, la 40e répétition, bah tu rigoles plus.
tu n'y rigoles plus et tu oublies ça. Donc du coup, tu peux te blaser, voilà. Et puis surtout, oui, en fonction des... Tu ne sais jamais ce qu'un public a fait avant d'arriver. Il y en a, ils ont peut-être été pris par les impôts, et ça s'est mal passé dans leur famille. Ils arrivent, ils sont peut-être énervés, fatigués, voilà. Et ils sont pas obligés aussi de traduire le fait d'apprécier la scène par un rire vocal. Moi, je suis un spectateur très mauvais de ce point de vue-là parce que je peux adorer une pièce, rire beaucoup, mais en fait, je vais rire vocalement qu'une fois ou deux dans la pièce. Donc on pourra dire, mais t'as pas aimé? Si, si, j'ai adoré, mais en fait, voilà. Donc selon les personnes, et donc oui, c'est vraiment... c'est dur pour les nerfs. D'accord. La question suivante est une question de Julien. Quelle est ta plus grande frayeur avant de monter sur scène? Ne... euh, ne pas être présent. C'est penser à ce qui s'est passé avant, enfin sortir de ta scène. On appelle ça sortir de sa scène. C'est-à-dire que tu rentres sur scène et faire les choses mécaniquement, ou les faire en pensant à la suite, ou les faire en pensant, tiens, il y a peu de monde dans la salle, enfin ne pas être présent au moment. Euh, on peut se pardonner plein d'erreurs. Moi, j'ai pas l'inquiétude de ne pas connaître mon texte, j'ai pas l'inquiétude de... Il y aura forcément des choses que tu n'auras pas prévues. Mais il y a rien de plus... Enfin, moi, je trouve qu'il y a rien de plus terrible à vivre sur scène comme comédien que d'avoir le sentiment de ne pas être là. Tu vois, De passer un peu à côté de la scène. totalement. Totalement. Il y a rien de pire. Parce que derrière, tu prends conscience que tu es à côté, que tu fais les choses sans les penser, sans être vraiment dans le moment. Tu t'en veux pour ça. Donc ça te fait encore plus sortir de ça. Dès que tu sors en coulisses, tu dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, bah, tu te tends, alors qu'il faut justement dans ces moments-là, au contraire, se détendre et se connecter au public, quoi. Parce que ça passe tellement vite de jouer, enfin, je veux dire, à part des pièces horribles, mais en général, ça passe très vite de jouer. Une heure, ça passe à toute vitesse quand tu es sur scène, et ça peut être très long, quand il y a des moments de solitude, mais voilà, mais normalement, ça va très vite. Et donc, du coup, tu ne peux pas te pardonner de faire la moitié de ta pièce en étant de côté, avec des pensées parasites, et voilà. D'accord. Merci. Une question d'Élise. Est-ce que la situation particulière de cette année a changé quelque chose pour toi dans ta manière de communiquer avec le public et de jouer? Euh, alors, de jouer totalement, parce que j'ai encore plus mesuré la chance qu'on avait de pouvoir faire ce métier et de pouvoir jouer sur scène. C'est-à-dire que le Covid, moi, m'a fait prendre conscience de la précarité totale des métiers qui nécessitent un contact physique. C'est-à-dire qu'il y a un an, réunir 80 personnes dans une salle face à une autre personne qui est sur scène, bah, je dirais pas que c'était quelque chose de normal, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, ça devient tellement en soi une chance que quand j'ai rejoué en septembre à la Contrescarpe, 3 dates, 4 dates avant le reconfinement, chaque date, vraiment, il y avait une énergie et un plaisir, et je mesurais la chance chaque minute que j'avais d'avoir l'occasion de pouvoir jouer sur scène devant des gens, même masqués. Donc ça, c'est sûr que ça m'a vraiment donné encore plus la mesure de la chance que j'avais de faire ce métier. Et en même temps, ce que ça a changé dans ma perception de la communication, oui, ah bah, ça a été, c'est une jungle, il faut se battre. Et j'en avais déjà conscience, mais on a souvent tendance en tant qu'artiste à avoir peur de se mettre en avant et de communiquer auprès des gens, d'aller leur envoyer un deuxième, un troisième, un quatrième message pour leur dire qu'on joue. Parce qu'on a cette pudeur et qu'on se dit non, mais moi je suis un artiste, s'ils aiment, ils viendront. Alors qu'on est les premiers quand on a un ami ou même pas un ami qu'on voit, voilà, on a tous notre vie très chargée, très intense. On a parfois que 10 minutes, 15 minutes dans la journée d'attention pour des choses qui ne nous concernent pas. Et il n'y a il y a aucune honte entre guillemets, communiquer sur sa pièce de manière régulière, à en parler autour de soi. Si on est fier de son projet, il ne faut pas avoir peur. Et au pire, si la personne n'a pas envie que tu la recontactes, elle te le dira. Voilà. Donc c'est là-dessus aussi que ça m'a permis vraiment d'affermir cette idée-là, que j'avais en intuition, mais c'est toujours dur. Hein. Je prétends pas que j'y arrive facilement. Mais voilà. Je pense que ça, c'est dur pour tout le monde de se vendre. Il y en a qui arrivent très bien, mais
Généralement, Mais c'est en un peu fait, parce que difficile. ceux qui arrivent très bien, alors, il y en a qui arrivent très bien et qui sont tout à fait sincères dans leur démarche. Et puis il y en a, en fait, c'est parce qu'ils adorent parler d'eux. Et on a trop en image cette petite partie des gens qui parlent toujours de leur projet de chat parce qu'ils sont très satisfaits d'eux-mêmes et peu intéressés par les autres. Et donc, du coup, on se dit, si moi je fais ça, je vais être comme eux. Alors qu'on peut très bien le faire sincèrement sans être, voilà, dans un. Mais bon. C'est sûr. Une question de Mathieu. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer pour devenir comédien? Euh, de. Alors, c'est difficile de donner un conseil parce que j'ai que 4 ans de carrière là-dedans, tu vois. Mais il y a deux choses. La première, le rapport à l'instinct et aux rencontres. C'est-à-dire ne faire que des choix qui te conviennent. Même si sur le moment, de manière rationnelle, on pourrait te dire il faut que tu dises oui à ce projet, il faut que tu dises non à ce projet. Si toi tu ressens que tu dois dire oui alors que tout le monde te dit non, il faut y aller. Il faut avoir aucun regret parce que c'est un métier qui est très sur l'image, qui est très sur la perception des autres. Si tu n'es pas fier de ce que tu fais, ne le fais pas. Et après, l'autre chose, c'est de laisser son ego de côté, d'avoir suffisamment confiance en soi. Alors c'est facile à dire, mais d'avoir suffisamment confiance en soi pour laisser son ego de côté et travailler le plus possible des choses qui puissent te permettre de ne plus être le sujet de est-ce que j'ai réussi ou pas, est-ce que ça veut dire que je suis un gros nul ou que je suis un gros génie. Mais vraiment de se dire, si j'ai réussi ça, c'est parce que j'ai travaillé telle chose précisément. Et si ça ne marche pas, c'est parce que moi, j'ai mal fait ça. Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis nul. Mais ce que j'ai fait là n'était pas bon. Voilà, c'est déporter, parce que c'est un truc qui nous empoisonne la vie, ça. C'est de se dire, bah, je suis sur scène, les gens n'ont pas aimé, c'est que je suis nul. S'ils ont aimé, c'est que je suis un cador. Non, c'est parce que il y a différentes choses techniques qui ont amené ça ou non. Et le dernier conseil, c'est celui que moi je me suis donné en commençant ça, dans la même logique que de n'avoir aucun regret, euh, ne pas se poser la question de la perception des autres, mais croire en soi à 1000% et croire en son potentiel, parce que ça te donnera la responsabilité de le travailler pour y arriver. Et dans ce métier, et peut-être plus que dans un autre, tu réussis bien plus. Moi, c'est quelqu'un au cours Cochet qui nous avait dit ça, un prof, et ça m'avait marqué. Dans ce métier, tu réussis bien plus par les abandons successifs des autres que par tes propres réussites. C'est terrible, mais il faut l'accepter, c'est pas grave. Mais c'est vrai, moi je le vois au quotidien, c'est-à-dire qu'à un moment, en mars dernier, on est en plein confinement et on se pose la question, est-ce que j'arrête pas? Et le fait d'avoir tenu m'a permis d'avoir la contre-escarpe alors que je m'étais dit, bah, pendant 2 ans, je vais pas rejouer à Paris. Donc voilà, c'est un milieu et c'est un métier où la vie est en dents de scie. Un jour, tu crois que tout réussit, le lendemain, tout se passe mal. Il faut réussir à être fort dans la tête, à avoir une volonté de faire, à y croire, à y croire, à y croire. Et plus tu vas y croire toi, et plus tu vas pousser les autres à croire en toi. Voilà. Ouais, merci beaucoup. C'est presque des conseils qui s'appliquent à tous les projets qu'on peut avoir, en fait. Oui, bah je pense pas que moi je contiens vraiment que même si ça paraît bizarre comme métier parce on fait pas voilà, c'est pas commun, mais et que le quotidien est peut-être différent, mais il y a plein de liens avec moi je rapproche ça beaucoup des personnes qui ont une idée pour créer une entreprise, leur propre entreprise. Et au départ, ils sont pas connus. Et il faut qu'ils arrivent à croire à leur projet suffisamment pour pousser des gens à venir, à les accompagner et à les emmener à un endroit précis, voilà, un objectif très lointain. Et de convaincre des gens bah, qui n'ont pas du tout les mêmes motivations que toi. Tu vas avoir au début l'impression de devoir tout faire et d'être un peu un fou hein, au départ. Parce que tu te dis, mais je suis le seul à y croire et peut-être que c'est les autres qui ont raison. Voilà. Mais l'important, c'est que toi, tu y crois et que tu n'aies aucun regret. Voilà. Merci. Pour finir, une dernière question de celles qui ont été posées par nos spectateurs. C'est un peu une question de joker et c'est un peu une question existentielle aussi de la part de Kervadovic. Pourquoi? 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 Bonne question. Pourquoi? Euh,
Alors la question pourquoi, on va rebondir dessus en essayant d'être intelligent. C'est, je me pose rarement le pourquoi par rapport à mes propres actions. Parce que si on reste trop dans la réflexion et dans l'analyse, genre pourquoi je devrais faire ça, pourquoi je fais... En fait, tu ne fais plus rien. Tu es paralysé par la pensée et tu ne fais plus rien. Mais par contre, dans l'analyse que j'ai en permanence d'étudier les gens autour de moi et le monde, j'ai en permanence cette interrogation de me dire à chaque fois pour quelles raisons les gens vont faire tel choix, vont aller vers telle direction, vont aimer telle chose. Voilà, sans essayer de les juger, mais essayer de les comprendre. Donc, ce qui fait que c'est pour moi une des questions les plus stimulantes quand je regarde autour de moi les autres, mais c'est pour moi l'une des plus paralysantes si je me la pose en permanence à moi-même. Voilà, je sais pas si... Voilà, Si, c'était clair. Merci Rémi pour cet entretien, merci d'avoir répondu aux questions des spectateurs et merci également à tous les spectateurs qui nous ont posé des questions très intéressantes et qui ont contribué à cet entretien. Bonne journée à tous et à demain pour une nouvelle vidéo hors scène du Théâtre de la Contrescarpe.